Les podcasts du musée de Cluny. Sans les yeux. Sans les yeux. Sans les yeux est un podcast de médiation de l'art à l'initiative du musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Cette série donne la parole à des artisans et artistes et les invite à s'exprimer sur une œuvre de leur choix, extraite de la collection du musée. Épisode 6, Viviane Bulcan, Ciseler la lumière. L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui est un immense atelier de plus de 500 mètres carrés, inondé de lumière grâce à de larges baies vitrées. On y aperçoit d'imposantes machines industrielles et des tables lumineuses. Au centre de cet espace, de grands plans de travail rectangulaires permettent la coupe du verre et le montage de vitraux. Sur des étagères métalliques, des chutes de verre transparents ou colorés, des pinces, des ciseaux, des brosses et des pinceaux. Les matériaux et outils propres aux apprentis vitraillistes et futurs décorateurs sur verre. Nous sommes au lycée professionnel Le Corbusier de Tourcoing, où enseigne Viviane Bulcan, restauratrice du patrimoine verrier et professeure de décor sur verre. Passionnée par le verre sous toutes ses formes et tous ses états, Viviane Bulcan a choisi de s'exprimer sur l'un des plus beaux vitraux conservés au musée de Cluny. Il s'agit d'un panneau provenant du chœur de l'église abbatiale de Saint-Denis. Réalisé en 1140-1144 et commandité par l'abbé Suger, ami du roi Louis VI, il appartient à un ensemble et un programme exceptionnels. Ce panneau mesure 60 cm de haut, 38 cm de large et relate le dernier épisode de la vie de Saint Benoît. Simple dans la représentation de ses figures et riche dans son ornementation, il possède des couleurs incroyablement intenses et caractéristiques de cet art du vitrail du milieu du XIIe siècle. Bonjour, je m'appelle Viviane Bulcan, j'ai la chance d'exercer dans le domaine du verre 3 activités professionnelles qui se complètent. Je suis conservateur-restaurateur du patrimoine verrier. Je restaure donc les objets en verre et les vitraux pour les musées, les monuments historiques et les particuliers. Je suis assistante en conservation préventive, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'étudie l'environnement des œuvres, des collections musées, et je suis professeure d'atelier de décor sur verre et de vitraux. Alors, j'ai choisi de vous présenter le vitrail intitulé « Deux moines assistants à l'ascension de Saint-Benoît », qui est conservé au musée de Cluny et sur lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir en 2012. Alors quand on regarde ce vitrail en lumière transmise, en rétroéclairé, vraiment où la lumière le traverse, la première chose qui saisit à mon sens, c'est quand même la diversité des couleurs des verres. On y voit des bleus, des verts, des rouges, des jaunes. Au centre se trouvent 2 personnages élancés, avec un drapé assez ample et où on peut voir très clairement un grand nombre de plis. Ces personnages qui sont positionnés debout et l'un derrière l'autre tendent leurs bras vers le ciel et regardent tous les deux vers le haut à droite du panneau. Ils tiennent dans l'autre main une Bible. Ils sont vêtus d'un capuchon, ce qu'on appelle une coule. L'un est vêtu de vert, l'autre de rose. Et il semblerait qu'il s'agisse de Saint Romain et Saint Placide. Ces 2 moines médiévaux qui assistent donc à l'ascension de Saint-Benoît, que nous ne pouvons pas voir puisque ce panneau ne présente qu'une partie de la scène qui finalement était présente dans la verrière entière in situ. En effet, ce vitrail n'était pas seul puisqu'il était à l'origine placé dans une verrière de plusieurs mètres de haut et sans doute cette petite scène se trouvait en bas à gauche et on ne voit pas l'ascension de Saint-Benoît que les personnages sont en train d'observer, mais on le devine de par leur position et leur élancement. Ces personnages sont posés sur des décors floraux avec une telle légèreté qu'on a presque l'impression qu'ils sont en lévitation. Ils sont entourés de pièces bleues, ce qui leur donne encore davantage une position un peu entre terre et le ciel. Sur la gauche du panneau, pour fermer la composition, on peut voir un grand nombre de pièces d'ornement.
Les ornementations de ce panneau sont très très riches et foisonnantes. Elles le sont par leur couleur, puisqu'on y trouve du rouge, du vert, du jaune, du blanc, et en même temps différents types de bleu. Et c'est un mélange d'ornements stylisés comme des pommes de pin sur des pièces vertes, des filets perlés sur des pièces qui sont rosâtres, des fleurs de lys sur des pièces bleues, et puis on y trouve aussi des marguerites et un grand nombre de feuilles d'acanthe. Des filets perlés sont des pièces rectangulaires sur lesquelles ont été posés un aplat de peinture et avec ce qu'on appelait un petit bois ou une pointe quelconque, le verrier venait retirer de la matière pour pouvoir laisser passer la lumière. Et donc on obtient un grand nombre de petits cercles lumineux les uns à côté des autres. Le vitrail des deux moines assistant à l'Ascension de Saint-Benoît du musée de Cluny est très représentatif des vitraux du Moyen-Âge, aussi de par son grand nombre de pièces qui lui donnent vraiment cet effet de mosaïque. On peut voir la qualité des peintures, qui sont plutôt brunes, posées au pinceau, qui montrent la maîtrise du verrier, la dextérité du geste. Et ça montre qu'on a une pièce de qualité, en fait. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut y voir une grande diversité de verres rouges flammés. Le verre, finalement, il est teint dans sa masse. Et parfois, notamment pour les verres rouges, le souffleur de verre mélangeait une partie de verre blanc et une partie de verre rouge, donc deux paraisons différentes. Et en mélangeant ces deux verres, on obtient ce qu'on appelle des verres flammés. On a vraiment cette sensation de flamme, en fait, rouge, blanche. Ces pièces sont présentes à la fois dans des parties ornementales du panneau et dans les auréoles des saints. Les pièces bleues du fond sont typiques aussi de l'époque médiévale. Ce sont des bleus intenses, foncés, complètement irréguliers en épaisseur. On peut passer de 1-2 mm à 5-6 mm d'épaisseur. On peut donc avoir sur une même pièce une partie basse qui peut être bleu foncé et une partie haute qui peut être bleu clair, alors que finalement c'est le même verre. Les pièces sont de petites dimensions, c'est-à-dire qu'elles font environ, souvent, 3 cm, pas plus de 10 pour les plus grandes, mais uniquement pour donner l'élan des personnages. Les coupes sont assez simples, rectangulaires, légèrement arrondies. Les peintures aussi sont assez simples. C'est la réalisation qui est faite avec beaucoup de finesse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir réellement à quel point j'ai un grand nombre de pièces qui est d'origine, ou deux fois aussi la qualité de la restauration. Et là, par exemple, si je tourne le panneau et que je le regarde en lumière réfléchie, je peux voir l'altération des verres en surface, qui sont vraiment piqués, qui ont un voile blanc. Et moi, ça me fascine, parce que je sais que devant moi, j'ai des pièces qui étaient in situ, qui ont subi pendant 800 ans l'eau de pluie, qui ont été altérés, qui sont devenus poreux, qui me paraissent vraiment comme de la pierre à l'œil. Et ça, moi, je trouve que c'est l'âme de la pièce. Donc voilà, c'est peut-être pas beau pour tout le monde, mais pour moi, l'altération a une certaine beauté. Le verre, c'est un matériau qui réclame à la fois beaucoup de discipline et en même temps beaucoup de sensibilité. Pour un verrier, on sait qu'on est dans un atelier de verrier à l'odeur de l'huile de coupe et puis aussi à l'odeur du mastic, de l'huile de lin et du blanc de meudon. Ce sont des odeurs très typiques de l'atelier d'un verrier. Les yeux fermés, je peux dater un vitrail, puisqu'au toucher, les pièces le disent, les pièces parlent. Ça, c'est évident. Et la matière nous révèle beaucoup de choses. La matière, elle va nous paraître froide, plutôt sèche, plutôt régulière, plutôt irrégulière. Quand on est restaurateur et qu'on a l'habitude d'avoir manipulé, touché un grand nombre de fragments de verre, mais aussi un grand nombre de plombs, on s'aperçoit qu'en fonction de leur époque, ils n'ont pas du tout la même texture. Moi, quand je touche un vitrail, je vois tout de suite s'il y a des altérations de surface. Et donc, je sais que ce sont des pièces qui peuvent dater du XIIe ou du XIIIe siècle. Les altérations qu'on peut voir
typiquement sur ce panneau des 2 moines assistant à l'ascension de Saint-Benoît du musée de Cluny, présentent des altérations de verre qui ont 800 ans. Il est évident que jamais cette texture rugueuse, poreuse, calcaire, je ne pourrais la ressentir dans un vitrail du 19e ou du 20e siècle. Il est sûr qu'entre ce panneau du musée de Cluny, qui date du milieu du XIIe siècle, et aujourd'hui, en 2022, les procédés de fabrication du vitrail ont évolué. Malgré tout, le maître verrier utilisera quand même un grand nombre d'étapes assez similaires et des outils qui restent très proches. La réalisation d'un vitrail se fait en plusieurs étapes. On commence par un dessin. À partir de ce dessin, on va réaliser ce qu'on appelle un réseau de plomb qui sera également dessiné. Ce réseau de plomb va nous permettre de déterminer chacune des pièces de verre. Elles vont être numérotées. Ce deuxième carton va lui-même être reproduit et chaque pièce de verre, chaque gabarit va être coupé au ciseau 3 lames. Le verrier va donc ensuite prendre les gabarits un par un, choisir la couleur de chaque pièce de verre et couper chaque gabarit sur la plaque de verre qui correspond à la couleur de la pièce définitive. Le verre peut être aujourd'hui soufflé ou être un verre industriel. À l'époque, il était soufflé et puis ensuite, il était coupé donc au fer rouge. Aujourd'hui, on va utiliser une roulette en carbure de tungstène et de l'huile de coupe. Et à l'aide de la roulette, on va venir couper en suivant le contour du gabarit. Une fois qu'on a rayé le verre, en vérité, les 2 parties ne se détachent pas l'une de l'autre subitement. Il faut vraiment que le verrier fasse l'action de détacher les 2 pièces de verre à l'aide d'une pince à détacher. Lorsque le verrier souhaite couper un verre, on dit qu'il coupe à l'oreille. Le son de la roulette sur la pièce de verre a un son très spécifique. D'ailleurs, un geste qui est sûr présente un son qui est beau. Si le verrier coupe sa pièce de verre, qu'il s'aperçoit qu'elle est légèrement trop grande, aujourd'hui, il va utiliser une pince à gruger. C'est une sorte de pince légèrement dentelée qui va venir rogner le bord du verre pour pouvoir réduire petit à petit la pièce de verre. D'ailleurs, le verrier, au moment où il coupe, ensuite, il peut casser les arêtes avec un papier ponce, et ce qui fait que la pièce sera sécurisée, elle ne sera plus tranchante. Si il souhaite, comme sur le vitrail des 2 moines assistant à l'ascension de Saint-Benoît, y ajouter de la grisaille, il va ensuite peindre pièce par pièce, à l'aide de traînards ou d'autres pinceaux, les détails sur la pièce de verre. Alors la grisaille, elle est opaque, elle ne laisse pas passer la lumière, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir tous ces détails de personnages, alors qu'en fait la couleur ne vient pas ici de la grisaille, qui est noire, elle vient réellement du verre qui est coloré. Cette pièce de verre sera ensuite mise au four à 600 degrés environ, et les 2 parties, la grisaille et le verre, vont fusionner. Ce qui fait que la peinture à chaud va rester définitivement sur la pièce de verre. Alors là, on va ouvrir les ailes du plomb, c'est-à-dire qu'on va écarter au maximum en fait, les 2 parties du plomb. On fait ça avec un ouvre-plomb. Une fois que le plomb est ouvert, on va venir insérer les pièces de verre à l'intérieur. Donc on met une pièce, un plomb, une pièce, un plomb. Chaque clou permet de retenir le plomb qu'on vient de positionner tant que les soudures n'ont pas été effectuées. Et à la fin, on va venir rabattre l'aile du plomb avec un rabat-plomb. On a tendance à croire à l'époque médiévale que les techniques étaient très rudimentaires, mais on s'aperçoit quand on a la chance de pouvoir voir de près ce type d'œuvre qu'en vérité c'était très maîtrisé et que le geste était sûr. Et leurs cuissons, elles étaient vraiment précises, puisque on a très peu de peinture qui s'écaille, on a très peu d'effacement. La fusion entre le verre et la grisaille
a été parfaite. Le mélange devait être parfaitement homogène pour qu'il n'y ait pas de bulles, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ça, moi, 800 ans plus tard, ça me fascine. Quand j'éteins la lumière seule dans l'atelier, que j'observe ces peintures, cette lumière qui passe à travers ces verres et cette peinture d'une grande finesse, c'est un moment privilégié que j'apprécie particulièrement. En fait, moi, il y a vraiment 2 choses. Ce vitrail, je suis contente de l'avoir choisi puisqu'il est vraiment le reflet de la maîtrise des maîtres verriers du milieu du XIIe siècle. Mais il est aussi témoin qu'aujourd'hui, on a récupéré un savoir-faire, qu'on le fait aussi évoluer et que j'espère que le vitrail va continuer d'être mis au goût du jour pour perdurer et ne jamais être oublié. Voilà, parce que c'est une technique qui est complète et qui, moi, en tout cas, me fascine et j'espère avoir donné un petit goût de ma passion à ceux qui m'écouteront. Voilà. Sans les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 6. Un merci tout particulier à Viviane Bulcan, ainsi qu'à Victor, Siaka, Brandon, Ilona, ses élèves en terminale CAP verrier décorateur sur verre, qui ont travaillé sur le geste du verrier et leur restitution sonore dans cet épisode. Un merci également à toute l'équipe pédagogique du lycée Le Corbusier de Tourcoing pour leur accueil. Et puis bien sûr, préparez-vous à venir découvrir l'exceptionnelle collection de vitraux du musée de Cluny dès sa réouverture au printemps 2022. D'ici là, Sans les yeux continue. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour être informé de la sortie prochaine de l'épisode 7. Direction éditoriale et écriture, Anne-Sophie Grassin. Narration, prise de son, montage son et mixage, Antoine Daron.